Rappelé, de Marcelin, conseiller technique à la Fédération française de football. Parfait. Voilà. On est sur Radio Ville Lumière, on va un petit peu s'intéresser à vous et un petit peu forcément on va parler du PSG aussi, puisque c'est évidemment notre web radio Radio Ville Lumière est, comme son nom l'indique, consacré au PSG. Et tout d'abord, j'ai posé tout simplement la première question, tout simplement, elle peut paraître simple et bête, mais elle est toujours importante chez nos invités. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez du PSG version Laurent Blanc jusqu'à présent? Version Laurent Blanc, bah, écoutez, ça commence à être, je dirais, une machine de guerre assez impressionnante, hein. Une qualité de jeu qui est, Laurent Blanc bénéficie certainement du travail du coach précédent chez le team. C'est vrai qu'il y a moins de trous que la saison dernière, ils ont moins de passages à vide et là ça commence à trouver, je dirais, le rythme de croisière et c'est vraiment un jeu de qualité qui s'améliore pratiquement de semaine en semaine. Donc je veux dire que là je commence à être agréablement surpris, très agréablement surpris, effectivement par le niveau qui nous attend. Et est-ce que le PSG doit craindre pour son titre de champion de France? Je pense pas. Sincèrement, je vois pas comment le titre pourrait leur échapper encore cette saison. Monaco, peut-être le concurrent le plus direct, mais encore quand même des soucis pour être performant sur la continuité. Donc je ne vois pas comment Paris ne pourrait pas être champion cette saison. Et on va parler par exemple d'un joueur du PSG qui est énormément apprécié, mais qui fait beaucoup parler parce qu'il y a des rumeurs de départ par rapport à lui, c'est Marco Verratti. C'est le meilleur passeur d'Europe pour les stats depuis le début de la saison, Marco Verratti. Et est-ce que vous pensez que Marco Verratti peut vraiment devenir un très grand joueur dans la planète foot pour les années à venir? Bah écoutez, vu ce qu'il fait déjà à l'âge qu'il a, c'est relativement intéressant. Il a une grosse maîtrise technique, en plus il a une qualité de passe qui est quand même très intéressante. Après, il faudra qu'il canalise un petit peu ses mouvements d'humeur, ce qu'il commence à faire, mais moi je pense qu'il a encore en plus une grosse marge de progression. Donc ça peut devenir effectivement un joueur très important et du PSG et peut-être aussi de l'équipe nationale d'Italie. Justement, Verratti, effectivement, est quelqu'un qui touche beaucoup le ballon, avec ses qui touche le ballon, on l'a encore vu tout à l'heure lors du match amical PSG Real. Et à défaut, un de ses coéquipiers qui est énormément critiqué pour le coup, c'est Javier Pastore, qui a été donc le premier gros coup des Qataris. Et pour Javier Pastore, est-ce que finalement le PSG doit lâcher, le garder? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire du cas Pastore? Alors là, je pense que c'est pas la qualité du joueur, parce que il y a une qualité aussi, c'est pareil, une qualité technique, une vision du jeu, une qualité de passe, mais je pense que là, après, c'est toujours difficile de se prononcer quand on n'est pas véritablement à l'intérieur d'un groupe, hein. C'est ce qui me transparaît, ça a l'air d'être plus, entre guillemets, psychologique qu'un problème technique, hein. Il a quelques soucis, à mon avis, de confiance à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'il y a un secteur du jeu au PSG au milieu où il y a une grosse concurrence et les joueurs qui sont en place, bah, ils sont difficiles quand même à bouger. Donc ça devient compliqué pour lui, surtout que quand il rentre, à l'heure actuelle, ses performances ne sont pas forcément transcendantes, quoi. Ouais, surtout quand on sait qu'au milieu, le taulier aussi, enfin le vrai taulier du mieux, ça reste Thiago Motta, puisque le PSG avec Thiago Motta ne perd pratiquement pas. Tout à fait. Et non, et puis il n'est pas blessé, Thiago Motta, contrairement aux années précédentes. Là, il enchaîne les matchs, donc effectivement, c'est un indéboulonnable, effectivement. Et justement, pour ça, tout à l'heure, on a eu une petite frayeur, parce qu'on a vu Thiago Motta au début du match un petit peu se plaindre de son genou gauche, tout comme Thiago Silva. Thiago Silva qui grimaçait, on sait finalement est-ce que le PSG, est-ce que si ces deux hommes venaient de plus être là, est-ce que le PSG c'est complètement différent? Y a-t-il une forme de dépendance par rapport
par rapport à ces tauliers-là comme Zlatan, Thiago Motta et Thiago Silva, ou PSG, finalement, s'il venait à connaître une vague de blessures, est-ce qu'il pourrait s'en sortir de la même manière? Alors c'est sûr que quand on a des top players, entre guillemets, des joueurs de ces envergures, bon, ça fait quand même une différence quand ils sont là ou ils sont pas là, effectivement. Il y avait quand même Thiago derrière, Thiago Silva qui est certainement le meilleur défenseur au monde, ou l'un des meilleurs défenseurs au monde. Thiago Motta qui depuis des années quand même on voit la différence effectivement quand ils sont là ou quand ils sont pas là. Maintenant, il faudrait vraiment un concours de circonstances énorme pour que, je dirais, les trois se blessent au même temps, au même moment, pendant une longue période. Et même sans eux, derrière, il y a quand même de la réserve pour, je dirais, au moins dans le championnat de France, tenir le rang. Donc, bon, je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Après, en Ligue des Champions, surtout sur les échéances qui vont arriver, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais bon, faut être optimiste, hein. Faut être optimiste. Pourquoi il le ferait? Il y a des raisons de l'être en même temps. Ça, au moins, on est sûr de ça. Du côté du PSG, et vu qu'on est le 2 janvier, on parle beaucoup de départs jusqu'à présent côté parisien, notamment de Menez. On parle aussi de possibles départs de Pastore. Le cas Menez, finalement, est-ce que le PSG doit pousser Menez à sa sortie, ou c'est plutôt une question de caractère à gérer, car on sait qu'il n'y a pas ses premiers coups d'humeur? Est-ce que le PSG doit garder Menez? Parce que je pense qu'on personne ne va nier qu'il a du talent, ce joueur, mais c'est vrai que s'il n'est pas facile à gérer. Est-ce que le PSG doit se débarrasser de Jérémy Menez? C'est une question délicate. Après, c'est vrai qu'il a un profil intéressant, mais j'ai vu la fin du match, il a fait une rentrée plutôt intéressante en fin de rencontre. Mais le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, pour lui, il est certainement pas assuré d'avoir une place du titulaire. Donc, est-ce qu'il, lui, est capable, je dirais, d'accepter ce statut un petit peu de doublure et puis de joueur qui rentre en cours de match? Ça c'est la question, c'est plutôt à lui qu'il faut la poser. Mais c'est sûr que intrinsèquement, c'est un joueur qui est pétri de qualité. Après, faut aussi, dans le sport de haut niveau, entre guillemets, il faut aussi accepter ce rôle. Et puis quand on a des effectifs comme le PSG ou dans les grands clubs européens comme ça, c'est sûr que il faut savoir accepter la concurrence et puis être un maillon de la chaîne, mais pas forcément titulaire à tous les matchs. Et ça, c'est aussi la difficulté, gérer, entre guillemets, gérer les égos. Hein. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à réaliser dans un groupe. Et justement, pour parler du groupe et tout ça, avec l'effectif qu'a le PSG est-il dans l'obligation finalement de tout gagner en France? Ne serait-ce que déjà le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Car on sait que ça avait pas mal rouspété, notamment dans la direction l'année dernière, par rapport au fait de cette féminine en Coupe de la Ligue en Coupe de France notamment. De toute façon, avec les investissements faits, là effectivement, et puis par rapport, je dirais, à une logique de progression du club, l'année dernière ils ont été champions. Cette année, ça sera au moins des champions, plus à mon avis, au moins un autre titre. Donc ils sont dans l'obligation, effectivement, de par les investissements faits, et puis de par la qualité des joueurs qu'ils ont, puisque sur le territoire, c'est le meilleur groupe, la meilleure équipe. Donc de par ça, ils se doivent de gagner. Après, en football, c'est la différence des fois avec d'autres activités sportives, c'est que même la meilleure équipe n'est pas sûre de tout rafler à la fin. Donc le plus grand ennemi du PSG, c'est peut-être lui-même. Voilà. Après, vite fixé, ils vont à Brest ce week-end, ça va pas forcément être évident sur un terrain qui risque de pas être évident. Donc pour un grand club, de toute manière, ça doit être, à mon sens, de toute manière, pour eux, ils doivent avoir l'objectif de tout remporter, ça c'est clair. Et à mon avis, les propriétaires doivent mettre pression par rapport à ça, c'est certain. Et d'ailleurs, par rapport, vous parlez du match du dimanche à Brest, est-ce qu'il paraît risqué pour le PSG finalement de jouer jeudi au Qatar,
et de devoir rentrer en France et de jouer dimanche face à Brest. Est-ce que c'est Ouais. intelligent finalement? Bah, intelligent, après, c'est vrai que bon, ils ont certainement une volonté de travailler dans de bonnes conditions en partant au Qatar. Après, effectivement, il va avoir les éléments de fatigue à prendre en compte, des terrains qui vont être totalement différents de ceux sur lesquels ils ont pu jouer ou s'entraîner durant le stage, plus, je dirais, le changement de température et ainsi de suite. Donc, effectivement, ça aussi, euh, dans les organismes, ça peut peser. Maintenant, bon, ils commencent à avoir l'habitude et ça sera, euh, ça sera un élément à prendre en considération, mais avec, je dirais, entre guillemets, avec le staff technique et le staff médical qu'ils ont, bon, ils prendront les meilleures décisions par rapport aux éléments qu'ils doivent jouer, ça c'est certain, et par rapport aux autres échéances aussi. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué le retour à proximité du match de Brest. Pardon. Donc ça, c'est effectivement des éléments de fatigue et à prendre en considération, ça c'est certain. On sait ouais, que évidemment ça va peut-être pas être ça. Bon, le PSG devrait normalement passer du côté de Brest, mais jamais simple. Hein. Brest, c'est quand même un club pro. Sur un terrain, on ne sait pas comment sera le terrain du Stade Francis Lebé. Ce dimanche. Ça sera certainement très grave avec ce qui est tombé les dernières heures sur la Bretagne. Donc, il faudra s'attendre à un terrain, je pense, compliqué. Ouais, ça va pas être simple hein, pour les joueurs du PSG, mais finalement, on va dire ça, mais le talent technique devra quand même prendre le dessus. Le PSG ne doit pas avoir peur de Brest quand même. Ah bah, j'espère qu'ils n'ont pas peur. Je pense pas qu'ils ont peur. Maintenant, connaissant bien le stade brestois, j'ai passé 3 ans sur Brest dernièrement, donc c'est vrai que bon, je pense qu'ils vont mettre les qualités du finistérienne, c'est-à-dire effectivement un gros cœur, un gros investissement physique avant tout. Donc ça sera certainement pas un match facile sur les premières minutes. Après, effectivement, logiquement, si la hiérarchie est respectée, il n'y a pas photo entre les deux équipes, mais sait-on jamais, c'est la reprise, c'est la Coupe de France, donc faut jamais s'avouer vainqueur avant le début de la partie, ça c'est pas. Bah, surtout oui, que le PSG aura bien sûr comme priorité de la gagner cette Coupe de France, je pense, cette année. Ça on en est, on en est même sûr, hein, malgré le fait qu'on va revenir sur ça, que Nasser a dit que le PSG n'avait pas besoin de recruter lors de ce mercato. Alors qu'on parle quand même beaucoup d'une arrivée possible de Cabaye ou Pogba, enfin surtout Cabaye. Est-ce que le PSG aurait besoin d'un joueur, si ce n'est comme Luan Cabaye, pour de prendre le mois de janvier pour le reste de la saison? Bah, c'est sûr que si on parle de la valeur intrinsèque d'un joueur comme Cabaye, c'est toujours intéressant parce que c'est des joueurs qui ont déjà de gros volumes de jeu, qui ont des capacités sur des passes d'éliminer une voire plusieurs lignes. C'est un joueur très fiable qui loupe peu de matchs, qui est très intéressant. Donc effectivement, ça peut bonifier. Après, je trouve que le secteur de jeu est déjà pas mal encombré, entre guillemets, dans le sens du terme, hein, bien évidemment, mais ça rajoutera, je dirais, de la valeur à l'effectif. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit une nécessité, entre guillemets, absolue à l'heure actuelle de recruter ce joueur. Après, pour les années prochaines, Ah bah si, bon, c'est certainement gérer, hein, tout bien les transferts doivent désormais, pour même pour juillet prochain, commencer à discuter. Et on parlait aussi du départ, je disais tout à l'heure, d'un possible Menez, l'avait dit Lucas, ça fait beaucoup de joueurs sur les ailes, hein, qui pourraient partir en cas de bonne offre. Bon, certainement les trois partiront pas. Ça, même en cas de bonne offre, le PSG ne laissera pas partir les trois, mais par rapport, par exemple, à un joueur comme Lavisier, Lucas, est-ce qu'il ferait bien de rester au PSG ou est-ce qu'il serait intéressant qu'ils aient été Saint-Challenger? Alors, les déclarations d'Avétis ces derniers temps laissent présager qu'il serait intéressé par un contact à nouveau de retour en Italie, par exemple.
Ah, c'est des joueurs, comme vous disiez, le problème c'est après les laisser partir, ok, mais il va falloir reprendre des joueurs de ce niveau-là sur un mercato d'hiver où les affaires sont pas forcément légion, donc c'est des joueurs que j'apprécie parce qu'ils ont cette capacité à percuter, à éliminer. Ils sont très difficiles à prendre au marquage. Ils sont assez déroutants. Donc, à cette période de l'année, pour moi, c'est toujours délicat de se déplumer, entre guillemets, surtout de joueurs de couloir, où là, du coup, il y a un petit peu de monde dans ce secteur de jeu. Donc, moi, je suis un peu plus hésitant par rapport à ces deux joueurs. Mais après, entre la volonté du club et la volonté des joueurs, des fois, il peut y avoir des divergences. Donc ça fait les tractations qui vont devoir se faire entre le joueur et puis la direction et puis le staff. Et justement, on parlait des possibles craintes hein, du PSG. Et finalement, est-ce que il n'est pas sportif le plus grand ennemi à venir du PSG? Est-ce que finalement, le principal danger, à part lui-même, peut-être le PSG, ce serait le fair play financier? Car finalement, les gens ne savent pas trop en quoi ça consiste et on ne parle pas beaucoup, mais est-ce que le PSG doit craindre un possible fair play financier? Donc, on sait que c'est toujours pas très clair comment il sera fonctionné ni appliqué, mais est-ce que le PSG doit avoir un œil là-dessus pour le reste des années à venir? De toute manière, si ça venait à se mettre en application, c'est sûr que je pense ils ont déjà réfléchi, à cette évolution, hein. Notamment avec l'obligation par rapport aux jeunes joueurs. Bon, ils ont quand même un centre de formation qui fonctionne très bien. Hein, ça fonctionne très bien chez les jeunes du côté du PSG. Après, leur grosse difficulté pour ces jeunes, c'est trouver leur place, hein, notamment. Mais bon, on voit que le petit Rabiot gagne du temps de jeu. Il y a Théo Ganda aussi qui fait des apparitions. Donc, par rapport à ce secteur d'activité et aux jeunes, bon, c'est vrai qu'ils ont un vivier important. Après, je pense qu'ils ont déjà, eux, réfléchi aux conséquences que ça pourrait apporter, mais bon, je pense que eux, ils sont assez sereins vis-à-vis de ça. Ils ont déjà, je dirais, plusieurs possibilités à leur arc. Donc, moi, je pense que pour eux, il n'y aura pas trop de problème. Pas d'inquiétude pour le PSG. Pour financièrement, enfin, normalement, il ne devrait pas en avoir. On est à peu près tous d'accord, mais on sait très bien que ça va ressortir, ne serait-ce que pour faire parler autour du Paris Saint-Germain. Et à propos des craintes, on sait, on parle beaucoup, et c'est la question classique qu'on pose sur Radio Ville-Lumière à tous les gens qui sont nos invités. Et le PSG, le 18 février, se déplacera du côté de la Bayer Arena, Leverkusen. Est-ce que les Parisiens peuvent gagner la Ligue des Champions cette année? Écoutez, qu'on arrive à ce niveau-là, en tout cas, ils sont armés pour aller à la remporter, hein, pourquoi pas. On a vu déjà l'année dernière, ils ont été pas loin de sortir le Barça et qu'on arrive à ce niveau de prestation contre l'une des meilleures équipes d'Europe, sachant que cette année, ils sont encore montés d'un cran. Pour moi, rien n'est impossible. Après, ça reste, il y a encore du chemin. Il y a Leverkusen c'est pas un mot ronflant, mais c'est une équipe qui est sérieuse, hein, qui est comme le deuxième de son championnat. Donc, il faut déjà, je dirais, franchir cette première barrière qui, logiquement, devrait se faire. Mais on voit bien que le PSG, ils sont capables de hausser leur niveau de jeu contre les meilleures équipes. Donc, pourquoi pas, en tout cas, ils ont une bonne carte à jouer cette année pour remporter la victoire finale. Pourquoi pas, bien sûr. Après, bon, on est dans les boules de cristal, mais je dirais sur le papier, ils ont leur chance, sans hésitation. Ouais, c'est Leverkusen qui est quand même, pour les stades, bon, c'était pas pareil, mais l'année dernière, c'est la seule équipe au championnat à avoir gagné à Allianz Arena du Bayern.
à surveiller. Je rappelle, il est entraîné par Sami Hyypiä, ancien joueur de Liverpool notamment. Donc, Ouais, tout à fait. on se souvient tous, donc on va quand même évidemment se méfier, mais certainement que le PSG aura de toute manière l'avantage de jouer le match retour à domicile. Tout à fait. Voilà, on compte, hein, c'est sûr et certain, mais justement, on parlait des gros européens, bon, ce n'était qu'un match amical, le PSG s'est incliné, donc tout à l'heure, c'était des relations en direct sur Radio Lumière face au Real Madrid. Est-ce qu'il faut tirer une conclusion de cette défaite de tout à l'heure, ou finalement c'est qu'un amical à l'autre bout du monde? Non, c'est jamais anecdotique. Maintenant, si en face c'est le Real de Madrid, alors je pourrais pas vous donner un petit peu mon avis parce que j'ai dû voir les 10 dernières minutes du match, donc assez peu pour pouvoir vous donner une opinion. Après, c'est des matchs de retour de préparation, avec une logique aussi de faire jouer un petit peu tout le monde et que tout le monde ait un petit peu de temps de jeu. Donc bon, c'est anecdotique, oui. Cette défaite elle est anecdotique. Maintenant, ils n'ont pas été, d'après les échos que j'ai pu avoir, ils n'ont pas été dominés de la tête et des épaules de nos confrères. On a eu quelques occasions. Donc bon, c'est toujours embêtant de perdre, mais il faut tout remettre en perspective. Hein. C'est un match de reprise dans une fin de préparation et en vue du match de Coupe de France qui se déroule en fin de semaine. Donc voilà, ça fait partie, je dirais, de leur préparation. Donc faut pas, à mon sens, faut pas en tenir trop d'enseignements. Ouais, surtout que le PSG a quand même eu énormément d'occasions ratées, ce qui était tout à l'heure, hein, face à un Real très réaliste. C'est ce qu'on disait juste avant. Donc les Parisiens qui peuvent ressortir confiants avant d'aller à Brest. Et on va voir aussi en Ligue 1 parce que bon, on sait que certainement le titre sera parisien, quoique Monaco sera peut-être pas très loin. Et derrière, il y a d'autres équipes en Ligue 1 qui impressionnent depuis le début de la saison ou qui font bonne surprise. Il y a Lille, par exemple, et il y a Nantes. C'est deux équipes sur lesquelles on va se pencher parce que finalement, dans les matchs de ce PSG, ils ont quand même gêné ce Paris Saint-Germain, surtout Lille d'ailleurs, même si Nantes a fait un très bon match à la maison, on se met il y a quelques temps. Est-ce que des équipes comme ça pourront, en fait, des équipes qui n'ont pas forcément de gros investisseurs, pourront arriver à un moment à concurrencer des Monaco et des PSG sur les futures années en première division? Ce sera quand même très compliqué. Hein. Ce sera quand même très compliqué parce que s'ils continuent à faire des investissements comme ils le font, que ce soit et Monaco et Paris, les autres clubs, je dirais, vont se partager un petit peu les miettes. Hein, vous disiez la 3e place et puis voilà, après ça sera cyclique, des fois ça sera Lille, des fois ça sera Marseille, peut-être Lyon, mais à terme. Donc, la concurrence va être vite écrasée, à mon avis. Après, des équipes comme Lille font un excellent championnat avec une défense très solide, un milieu impressionnant. J'ai vu il y a pas longtemps à Nantes, ils avaient fait entre Ballon, Mavouba et Piguet un match très très bon au milieu de terrain. Donc c'est des équipes solides, c'est des équipes quand même qui jouent et on ne s'en doute pas que ce soit Lille et Nantes. Et elles ont l'avantage, c'est qu'elles essaient de produire du jeu. Donc voilà, des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins bien, mais il se passe des choses avec ces équipes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et justement à propos de ces équipes-là, et donc ça parlait un petit peu de la physionomie du foot français en général, on vient de rentrer dans l'année 2014. C'est après sans rappeler qu'on a une année de Coupe du Monde quand même. L'équipe de France s'est qualifiée à l'arrache. On va avoir quelques joueurs, notamment qui jouent en Ligue 1 finalement quand même dans cette équipe de France, qui avait été un débat à une époque de pas assez de joueurs qui jouent en France, notamment à l'arrivée de Dominique en 2004. De toutes les manières, est-ce que l'équipe de France peut vraiment espérer faire quelque chose de bien au Brésil cet été? Écoutez, je pense que passer dans la douleur, entre guillemets, les barrages, ça peut être aussi, pour un groupe, ça peut être aussi un élément fondateur. Hein. C'est vrai que
avoir perdu le premier match de 0, gagner ce match retour dans les conditions qu'on connaît, ça peut être quand même quelque chose de très important pour la confiance, pour la dynamique de groupe. Et puis c'est vrai que bon, on a quand même Didier Deschamps à la tête de l'équipe, et je pense que c'est à l'heure actuelle certainement la bonne personne au bon endroit pour la fonction. Donc effectivement, si on continue sur, je pense que l'équipe progresse, donc elle est capable effectivement de faire de bonnes choses. Après, effectivement, je pense que cette qualification pourra nous laisser de bonnes choses sur notamment la vie du groupe, et puis je dirais en vue de la Coupe du Monde. Donc moi je suis plutôt de nature optimiste, donc je pense qu'il faut y aller confiant, avec humilité mais confiant, et puis être nous entre guillemets en tant que supporters, être derrière elle, parce que des fois on a trop tendance à pointer ce qui va très mal, et pourtant quand ça va bien et quand il y a des choses positives, on peut critiquer. Moi je suis confiant pour cette du monde. Maintenant on sera effectivement pas je dirais tête de série ou favori, mais on a un coup à jouer, évidemment. On devrait quand même passer le premier tour. Pas de problème là-dessus. Chaque chose en son temps. Effectivement, on a un groupe. Alors bon, faut se méfier parce que il y a quelques années, on disait qu'on allait passer tranquillement. On a vu ce qui s'était passé, mais effectivement, on a un groupe qui est jouable pour passer ce premier tour. Et puis, une fois que le premier tour est passé, eh ben, tout peut arriver. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours une facilité pour le pays qui reçoit d'aller loin dans les compétitions. Mais moi, je vois bien la France, pourquoi pas faire un excellent parcours. Et on sait que l'équipe de France va compter sur Franck Ribéry, notamment, qu'on espère sera à son meilleur niveau l'été prochain. Et à propos de Franck Ribéry, est-ce que Franck Ribéry mérite d'avoir le Ballon d'Or? Pour certainement, il le mérite, mais est-ce qu'il devrait? Est-ce que vous espérez, bon, certainement en tant que Français, que Franck Ribéry, ou qu'un Français, déjà, ce sera forcément Franck Ribéry si ça l'est, ait le Ballon d'Or d'ici quelques jours? Alors, on espère toujours, effectivement, qu'un joueur français puisse se remporter, sachant en plus il a fait une année quand même l'année dernière, une année exceptionnelle avec le Bayern de Munich. Donc effectivement, au vu des prestations de la saison dernière et puis des titres remportés, il mériterait d'avoir ce Ballon d'Or. Après, effectivement, vous avez aussi d'autres joueurs comme Cristiano Ronaldo qui ont des staffs exceptionnels. Voilà, donc moi je serais content qu'un Français puisse remporter ce Ballon d'Or. Tout à fait. Ouais, ce serait une très bonne chose pour le foot français avant d'aller au mondial, d'ailleurs, d'avoir un joueur. Déjà, c'est une très bonne chose d'avoir un joueur sur le podium, hein, ça sera de toute manière. On pense alors que ça jouera certainement entre Ribéry et Ronaldo, normalement. Hein. Il paraîtrait au vu de la saison, légitime. Ouais, ça devrait être ça, logiquement. Je vais vous remercier pour ce petit passage à Radio Villemière. Merci beaucoup nous avoir accordé légèrement du temps pour la web radio. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on aura certainement l'occasion de se retrouver sur la radio par la suite. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Grégoire Sorin. Bonne soirée à vous. Et puis, bon courage et que du bon et bonne année, bonne santé pour la suite. Voilà. Merci. On a une dernière partie de saison qui va être passionnante et intéressante. Donc, c'est un petit coucou, parce que moi je suis aussi avec le beach et on a une grosse fin de saison avec le beach soccer et l'équipe de France de beach. Donc voilà. Pas de soucis, on suivra. Merci.
ça aussi de notre côté. Bonne soirée à vous et bonne continuation. Merci, au revoir, bonne continuation. Au revoir. Merci.